Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'incroyable duo designer-développeur. Je dis souvent que c'est le meilleur couple professionnel qu'il puisse avoir dans le monde. C'est un couple qui peut faire des merveilles dans le milieu professionnel. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je dis souvent qu'il suffit d'un UX designer et d'un développeur pour révolutionner le monde, parce qu'à mon sens, ce sont deux compétences réellement complémentaires et qui ont la possibilité du coup de faire avancer l'entreprise d'un pas de géant ou bien de les faire reculer de tout autant. C'est ça qu'on va voir ensemble. Donc je vais vous faire part de mes 3 constats par rapport à ce duo designer-développeur. J'ai en 7 ans de freelancing eu l'occasion de travailler avec des dizaines et des dizaines de développeurs différents. Et donc là, je voulais vous partager un peu mon retour d'expérience, les collaborations que j'ai pu avoir avec ce développeur-là et surtout, quel est mon constat concernant ce duo développeur-designer. Mon constat numéro 1, après toutes ces années d'expérience, c'est qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Autant les développeurs sont capables de vivre sans nous. En tout cas, il y a certains projets où on voit bien qu'il y a des développeurs qui vont d'abord travailler dessus, puis nous, on va intervenir dans une phase 2. Autant nous, clairement, on n'est rien sans les développeurs. Même avec l'émergence des outils no-code, on peut éventuellement se dire qu'en tant que UX designer, on peut proposer un peu tout ça, mais très vite, ça atteint ses limites, je trouve, sur des projets qui sont plus complexes, de type plateforme SaaS et autres, ou applications mobiles. Et là, clairement, nous, on est tributaires des développeurs. Donc on ne peut pas vivre sans eux et eux, jusqu'à un certain point de maturité de projet, ne peuvent pas non plus vivre sans nous. Petite précision, je parle ici pour les UX, UI designers ou en tout cas les UX qui ne sont pas que focus UX research. Pour le cas des UX designers qui sont vraiment à fond dans la research, à la limite, on met ça de côté puisqu'ils ne sont pas hyper impactés avec le développeur. Ils ne sont pas forcément en lien direct, mais c'est dès lors qu'on doit créer des wireframes, créer des parcours utilisateurs où là, très vite, on est dépendant aussi du développeur. À mes débuts, quand j'ai commencé en tant que freelance, je pensais un peu naïvement que chacun ses histoires. Chacun a son taf. Moi, je suis UX, toi, t'es développeur. Ok, on n'a rien à faire ensemble, tout du moins. Clairement pas au début du projet, ni au milieu, éventuellement à la fin. Qu'est-ce qui se passait? C'est que dans mes accompagnements, moi, je ne faisais pas intervenir le développeur. Je lui montrais les maquettes finales, les wireframes finaux, mais vraiment à la fin de l'accompagnement. C'est là où ça a été compliqué pour moi, puisque les développeurs, à juste titre, me faisaient des retours du type « Merci Nolwenn pour tes propositions, mais la stack technique qu'on met en place, nous, la brique technique qu'on a, fait que ce serait vraiment trop complexe de retravailler à partir de tes propositions. On serait obligé de tout casser et de tout refaire. Ce n'est pas réalisable. Je constate dans tes parcours qu'il y a un use case qui n'a pas été traité. Pourtant, j'avais dit et là, insérer le nom du décisionnaire, j'avais dit à Paul, j'avais dit à Cécile, en tout cas la personne avec qui moi je suis en charge, que c'était pourtant important parce que moi, dans mon travail de développeur, j'avais besoin que tu traites ce use case en priorité puisque c'est là où je suis bloquée. Et là, il n'est pas fait. Ou alors, aussi toujours à juste titre, nous, on travaille en méthode agile. Comment toi, tu suggères de découper ce que tu nous proposes là en différents sprints? Comment on peut découper en morceaux l'ensemble de la refonte? Et le problème, c'est que je ne pouvais pas réfuter leurs questionnements et leurs besoins parce que ça fait partie de mon travail aussi. Mais en fait, je me suis retrouvée bloquée parce que j'ai dû travailler par la suite, rectifier le tir sans facturer puisque c'était clairement ma faute finalement. Je n'avais pas intégré le développeur dès le départ. C'est de ma faute. J'ai fait quelques projets, je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas être possible. Donc très vite, j'ai intégré le mantra qui est « le développeur est un prolongement de ma personne ». Dans ces projets, c'est mon égal, on est en team, on est vraiment ensemble quasiment dès le départ. Maintenant, je sais que c'est vital pour la réussite d'un projet, d'intégrer le développeur le plus en amont possible du démarrage projet. Je sais que souvent, moi, les porteurs de projet, les fondateurs, me disent « Non, mais attends, Nolwenn, on n'a pas besoin d'intégrer le développeur tout de suite. Lui, il est occupé, il a plein de choses à gérer à côté. On verra ça plus tard. » Il me ramène un peu à mes anciens travers et c'est à moi de leur dire « Non, en fait, c'est clair. Pour moi, je veux l'intégrer dès le départ et lui expliquer pourquoi aussi, en étant très pédagogue. Mais clairement, les porteurs de projet ont parfois du mal à comprendre l'intérêt d'intégrer le développeur bien en amont.
Mon constat numéro 2 dans cette relation, dans ce duo designer-dev, c'est que c'est un duo pour le meilleur et pour le pire. Comme tout duo, on pourrait dire que ce n'est pas toujours tout rose et qu'on a parfois un peu la traversée du désert, on subit cette traversée du désert. Attention aussi, je tiens à dire que je ne mets pas tous les développeurs dans le même panier, bien entendu. On a tous nos spécificités et surtout on a tous un feeling différent avec les personnes. Moi, c'est mon constat à partir des relations que j'ai pu avoir avec ces développeurs-là. Peut-être que s'il y avait un autre designer qui travaillait avec ces mêmes développeurs-là, ce serait peut-être différent. Donc clairement, attention, je ne souhaite pas mettre tous les développeurs dans le même panier. Sur la partie meilleur, le meilleur de ce duo, ce qui est apparu quand j'ai intégré le développeur en amont de mes projets et quand je l'ai vraiment traité comme un égal, c'est qu'il s'est avéré qu'il avait des très bonnes idées d'UX. Il faut savoir que les développeurs sont quand même cadrés problème-solution. C'est un métier qui est très technique, qui nécessite de résoudre des bugs en permanence, etc. Donc ça se prête bien aussi à l'intégration des problématiques UX. Et il y a vraiment quelque chose qui se fait ensemble sur ok, bah là, il y a un problème, on va essayer de trouver une solution. C'est un mode de fonctionnement qui n'est pas forcément commun, je trouve, et ça fait super plaisir d'avoir des retours souvent des développeurs sur nos problématiques du X. Là où est la force du développeur dans ces solutions, c'est que en plus, il a la partie immergée de l'iceberg en tête. Il y a la partie technique que nous, on n'a pas. Donc parfois, ça va amener des solutions, des exemples, des propositions de solutions qui vont déjà intégrer en fait ces problématiques techniques. Là où nous, parfois, on ne le sait pas. Je vais vous donner un exemple concret pour une application mobile à destination des parents pour faire des activités avec leurs enfants. Je proposais tout simplement d'augmenter le nombre d'activités proposées sur la homepage, de passer de 6 à 20 activités gratuites proposées sur cette homepage-là. Sauf que le développeur m'a dit que de passer de 6 à 20 sur cette homepage-là allait considérablement impacter le temps de chargement de la homepage. Donc ça, c'était vraiment un problème technique. Sa proposition, c'était de rester du coup sur 6, mais au scroll, de charger par bloc de 6 après 6 après 6. Donc il y a quand même, quand on scroll, un chargement qui est progressif. De son côté, lui, du coup, ça n'allait pas impacter le temps de chargement, c'était largement faisable. Et moi, de mon côté, ça répondait quand même à ma problématique initiale qui était de proposer plus d'activités gratuites. C'était un bon compromis finalement entre les deux, entre moi, mon besoin et lui, sa contrainte technique. Et en plus, ça m'a apporté une nouvelle idée qui était tout simplement de traquer ce scrolling. On pouvait du coup savoir si les gens allaient vraiment charger les 6 prochaines activités et si c'était vraiment un intérêt, s'il y avait vraiment un intérêt à pousser plus d'activités ou pas. Donc ça, cette idée de tracking, je l'ai eu grâce à la proposition finalement, grâce à la contrainte technique du développeur. Et des exemples comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines. Encore une fois, comme je vous le disais, les développeurs sont habitués à traiter des problèmes avec des solutions, à essayer de penser système D aussi. Et je trouve que c'est très très enrichissant et ça nous apporte nous-mêmes des idées pour la suite, pour la partie UX design. Comme je vous le disais, ça c'est le meilleur du duo. On va maintenant parler du pire. Pour moi, le pire, ça a été parfois source de profonde déception, voire même de désintérêt de mon travail en me disant à quoi bon de toute façon. Si vous êtes UX designer depuis un moment, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est la fameuse intégration des maquettes, c'est la fameuse fidélité à ce que nous on va proposer. Quand le développeur prend en main le projet, puisque c'est lui qui a un peu le mot final, c'est lui qui va intégrer ce qu'on fait. Des fois, on s'aperçoit que en fait, ça n'a rien à voir ou qu'il y a énormément de choses qui ont été oubliées par rapport à nous, notre design. Surtout au début, quand je démarrais mes accompagnements et qu'en gros, je livrais mes maquettes à la toute fin, donc le développeur les découvrait à la fin de mon accompagnement, il les prenait et puis moi, c'était ciao, bye bye, j'ai fini ma mission. Je revenais 1 à 2 mois après pour prendre des nouvelles et savoir où ça en était. Je découvre que le site est mis en ligne, je vais voir et là, catastrophe, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais proposé. Alors, pas rien à voir, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses, des détails qui ont été oubliés. Et moi, résultat, en fait, c'était clairement une référence que je ne pouvais pas montrer dans mon book parce que j'étais pas du tout fière du résultat final. Donc, je devais à chaque fois montrer les maquettes et pas le site finalisé. Et je trouve ça vraiment dommage pour tout le monde. Donc ça, c'est clairement l'une de mes plus grosses frustrations en tant que UX designer. Je suis vraiment passée par des phases où je me suis dit, mais en fait, j'ai plus la main. Donc ça, c'est difficile. Il faut accepter qu'on n'a plus la main aussi au bout d'un moment sur un projet. En tant que prestataire, il y a forcément une fin de mission.
et ça va forcément bouger dans le temps. Si le développeur est internalisé à l'équipe, voilà, malheureusement, on peut pas tout révolutionner. Donc il faut aussi accepter que le produit ne soit plus dans nos mains et tant pis finalement. J'ai quand même mis en place des garde-fous pour un peu éviter ce chaud-froid, ce double effet qui se coule. Le premier garde-fou, c'est, comme je disais, d'intégrer en amont le développeur pour lui montrer le process et pour lui faire comprendre que les choix que j'ai faits dans ces maquettes-là sont réfléchis et sont en lien avec une problématique utilisateur et que c'est pas juste moi qui me suis dit allez vas-y je mets ça là, ça a l'air chouette. Donc du coup le développeur lui va se rendre compte que en effet ça répond à un besoin clair et il va moins prendre des libertés de changement en se permettant d'exprimer son libre arbitre sur le sujet. Deuxième garde-fou, je propose de facturer après ma mission des jours de suivi de projet, donc des moments où dans le mois ou les 2 mois, 3 mois à venir, des jours où je serai là pour faire la passation d'infos avec le développeur s'il a besoin, que je réintervienne dessus, il a besoin que je précise des choses, etc. Après, clairement, je vais être honnête, c'est quelque chose qui est difficile à vendre auprès du client, cette partie post-projet. C'est pas forcément le plus simple à vendre, donc c'est pas récurrent chez moi. Le troisième garde-fou, c'est de proposer 1 à 2 heures de call pour pouvoir expliciter la méthode UX à l'équipe projet, que ce soit les développeurs ou le product manager qui peut suivre, en tout cas les personnes qui sont partie intégrante du projet, de leur parler de la méthode et comment ils peuvent au mieux suivre l'évolution du produit. Donc c'est une petite formation d'1 à 2 heures que j'intègre en général dans mes accompagnements et qui est quand même très très bien reçue de la part de l'équipe. Mon constat numéro 3 sur cet incroyable duo designer-développeur, c'est que nous sommes alliés pour la prospection. Vous l'aurez compris dans tous mes propos précédents, l'UX design et le développement en phase projet, c'est crucial et ça donne des choses qui peuvent être vraiment très très intéressantes. Mais il y a aussi cette partie avant la mission. Je parle ici d'une technique de prospection qui est ultra puissante et qui est souvent, que ce soit côté développeur ou designer, mis de côté ou même pas pensé. Surtout côté UX designer, il faut savoir que souvent les clients vont penser tech avant design. Ils vont se dire je veux quelque chose de fonctionnel avant quelque chose d'ergonomique. C'est dans leur cerveau, surtout les gens qui n'ont pas cette appétence produit, vont tout de suite penser à faire appel à un développeur plutôt qu'à un designer. Résultat, ils vont d'abord contacter un développeur. C'est là où ça peut être intéressant d'entretenir des liens avec les développeurs puisque c'est le premier point de contact des clients et le développeur peut très vite vous recommander, vous dire « Ok, là, d'après ce que j'ai compris de ce que vous me dites, je pense que vous avez aussi besoin d'une partie du UX design. Là, vos besoins, c'est pas que du développement, c'est aussi du design. Et donc, il se trouve que je connais la bonne personne pour ça. Et hop, mise en relation qui est déjà très qualifiée de votre côté. J'ai souvent obtenu des missions comme ça, en lien avec les développeurs. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. C'est des prospects qu'on convertit assez rapidement en général, puisque les clients font quand même vachement confiance aux développeurs. Donc voilà, c'est quand même des tiers de confiance. Vraiment, c'est un allié pour nous pour la prospection. De mon côté, évidemment, j'ai aussi souvent renvoyé l'ascenseur quand on me contacte et que je sais qu'il y a des besoins en développement, j'appelle mon petit réseau de freelance développeurs. C'est tout pour moi sur cette vidéo. Je terminerai par une question à vous poser. Comment vous pouvez vous mettre en place ce duo designer-développeur? Est-ce que vous l'avez déjà mis en place? Comment vous fonctionnez dans ces cas-là? Je serais ravie d'avoir votre retour, toujours en commentaire de cette vidéo ou sur LinkedIn. Je réponds encore à ce jour à tous les messages. Avant de partir, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Le lien est en description de cette vidéo. C'est une newsletter où une fois par semaine, je vous partage une leçon du UX design et une fois par mois, je vous livre vraiment en toute honnêteté, en toute transparence, ma vie de freelance de façon générale. Donc inscrivez-vous à cette newsletter, il y a vraiment énormément d'informations dedans. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Belle journée à tous. Ciao!